Je suis vraiment très honoré d'être ici. Merci aux différents organisateurs de m'avoir permis de mener cette conférence. Une conférence qui est assez exigeante puisqu'on me demande de sortir de Notre-Dame et d'essayer d'avoir une vision un peu plus large sur ce qui se fait autour des matériaux du patrimoine. Alors, il y a une remarque préliminaire que je n'avais pas prévue dans mon temps de parole, mais qui m'a été inspirée par la communication de la session avec les compagnons ce matin, avec l'intervention qui disait qu'il formait des gens sur le long terme, que ce n'était pas arrivé par hasard, c'est-à-dire que les gens étaient déjà formés quand le malheureux incident de Notre-Dame est arrivé, et que c'était des formations longues sur 8 ans et plus. Et ça m'a fait penser que c'était exactement la même chose pour nous dans la recherche. Notre-Dame a profité, je tiens à le dire, en tant que co-organisateur du chantier scientifique Notre-Dame, d'une vivacité de la recherche dans les matériaux et dans les sciences du patrimoine qui a permis d'arriver sur le bâtiment sinistré avec des méthodologies, des programmes de recherche déjà lancés, des interrogations. Et évidemment, celles-ci ont évolué avec le formidable chantier qui était Notre-Dame, mais c'est bien un travail par et pour Notre-Dame qui a été réalisé. Alors je vais essayer aujourd'hui de vous parler des matériaux du patrimoine, compréhension du passé, vous l'avez compris, prévision du futur. Et quand Mehran est venu me demander au nom du comité d'organisation de parler de ça, je me suis dit, c'est quand même extrêmement large. On va essayer d'abord de réduire un petit peu la définition, parce que si on prend patrimoine, ce patrimoine peut être à la fois culturel, mais il ne faut pas oublier qu'il peut être naturel, donc avec des paysages, des sédiments, des roches rares. Il peut être également tangible, et c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui, le patrimoine matériel, mais il peut être également intangible. Donc déjà, on va réduire la définition aux aspects matériels, et puis on va parler de matériaux. Et là, pour réduire le champ de mon intervention, mais qui va rester large, vous le voyez, j'ai pris l'acception de matériaux du trésor de la langue française, le trésor fait par les linguistes du CNRS, qui est matériaux, type de matière qui entre dans la construction d'un objet fabriqué. Ça peut paraître évident, mais quand au sein du DIM matériaux du patrimoine, dont je fais partie du comité scientifique, au départ, c'est poser la question d'intégrer les matériaux naturels, du patrimoine naturel, mais également d'autres types de matériaux comme les ossements, comme les restes végétaux ou les restes alimentaires, les fossiles, dont je ne parlerai pas aujourd'hui, non pas parce que c'est pas intéressant, il y a une recherche extrêmement dynamique qui se développe à ce sujet, mais on ne peut pas tout traiter en, je pensais, 45 minutes, mais c'est 35 minutes, donc raison de plus. Alors si on procède à cette élimination-là, eh bien on voit qu'il reste quand même une extrêmement grande variété de matériaux, de l'inorganique à l'organique pour simplifier, avec certains qui sont des matériaux mixtes. Je ne vais pas les énumérer ici, on en a quelques-uns qui ont été abordés aujourd'hui dans le cadre des études sur Notre-Dame, mais vous voyez que déjà ça devient presque interdisciplinaire, même si on se cantonne à la chimie, entre les approches sur les bois, les papiers, ou les métaux, les obsidiones, les plâtres, les briques, etc. Alors, en revanche, j'ai quand même gardé dans cette liste les déchets d'élaboration de mise en forme que les archéologues trouvent sur les sites de production et qui sont extrêmement informatifs par rapport à diverses choses que je vais vous présenter dans la suite. Alors, effectivement, une fois qu'on a trié un peu, resserré le sens de matériaux, on voit qu'on a eu différents exemples aujourd'hui. La recherche sur ces matériaux peut se décliner suivant un axe des temps, avec le matériau qui a été utilisé, qui a été fabriqué à partir de matières premières. Il y a donc des processus de transformation à comprendre, à cerner. Il a été en usage, il a circulé, il a été échangé, il a donc une valeur, il a donc une qualité qu'il est possible d'étudier. Il a été échangé suivant des circuits commerciaux. Ça encore, ça peut être restitué. C'est donc toutes les problématiques qui cernent le passé. Et puis, il a été abandonné, ou il est parvenu à notre époque, comme les monuments, après diverses vicissitudes. Et donc, il a subi des processus d'altération. Si bien que l'objet qui nous parvient, c'est un système modifié avec des produits d'altération dans laquelle on peut essayer de retrouver une information historique, notamment par le canal de la chimie, mais également dont il va falloir comprendre les processus d'altération pour effectuer des diagnostics et mettre au point des traitements de restauration, voire de conservation. Et ça concerne évidemment le futur. Vous voyez qu'on balaye tout l'ensemble de l'axe des temps. Et puis je voulais évoquer, alors je n'en parlerai plus dans le reste de ma communication faute de temps,
mais un autre usage du matériau ancien, du matériau archéologique, qui est celui d'aider, par analogie, à prévoir le comportement de matériaux qui sont employés dans nos sociétés contemporaines pour des durées très longues, voire multiséculaires. Et c'est notamment le cas des études qui sont développées notamment par le CEA, le CNRS et l'ANDRA, l'Agence nationale de gestion des déchets radioactifs, pour la multibarrière qui doit séparer les déchets vitrifiés de l'énergie nucléaire, de la biosphère, une multibarrière qui est composée de verre. Le verre, les déchets sont vitrifiés, d'acier inox, d'acier, et tout ça au contact d'argile ou de différents environnements. Et dans ces démarches complexes, qui couplent la simulation, les expériences de court terme en laboratoire, les expériences sur site, le site expérimental de Bure notamment, eh bien, sont intégrées des démarches sur les objets archéologiques dont on essaye de comprendre les processus d'altération et de tirer des paramètres physico-chimiques comme la porosité, le transport, la réactivité, qui seront elles aussi réinjectées dans les modèles et dans les processus prédictifs. Alors, les différentes informations, je les ai déjà un petit peu évoquées, qui peuvent être cernées sur ces matériaux, elles peuvent être liées à leur datation. Ça, c'est peut-être finalement l'application qui vient tout de suite à l'esprit pour les non-spécialistes. Alors, j'en parlerai pas beaucoup à cause de ça, parce que vous avez déjà eu un certain nombre d'exemples, mais on peut dater la période de fabrication, la période d'usage ou la période d'abandon, notamment avec des techniques isotopiques, mais pas seulement, il y a la dendrochronologie, etc. Et on peut collecter des informations de type exogène. Alexa Dufresne a parlé du climat ancien, je ne reviendrai pas là-dessus, mais également on peut collecter des informations dans les matériaux de type ivoire provenant de défense. J'en montrerai un exemple sur le régime alimentaire. Et puis des informations, disons, d'histoire des techniques et économiques. Quelles étaient les matières premières utilisées, quelle était la nature de ces matériaux, avec des notions de qualité, quels étaient les procédés de fabrication, la maîtrise de ces procédés, l'évolution de la maîtrise de ces procédés, quels étaient les usages, l'aspect, le comportement mécanique, comment étaient-ils échangés, et enfin des questions liées à la conservation, l'altération en elle-même, quelle était la nature des processus, les vitesses d'altération, et quel traitement de protection peut-on mettre en œuvre, et puis les questions d'analogie pour la protection. Alors toutes ces problématiques aujourd'hui, il faut savoir qu'elles sont co-construites de manière totalement indisciplinaire. Et vous en avez eu un parfait exemple aujourd'hui avec un historien qui vous expliquait des notions de thermodynamique, par exemple, mais on a également l'ensemble des personnels LRMH qui sont totalement interdisciplinaires. Construction des problématiques historiques entre archéologues physico-chimistes ou des problématiques de conservation entre restaurateurs, conservateurs et scientifiques de la conservation. Et là-dedans, évidemment, la chimie est partout. Elle joue un rôle fondamental. Notamment par l'identification de la nature des composés, qu'ils soient nature moléculaire, chimique, isotopique, la structure ou la texture. Vous en avez eu des exemples avec les questions de porosité cet après-midi dans cette salle. Des questions liées au comportement thermodynamique, et avec la longue durée, on peut, la thermodynamique prendre l'ampleur, je dirais, les aspects dimensionnants de la thermo, avec des questions de domaine de prédominance, de stabilité, de partition des éléments dans des processus haute température, etc. Les aspects de réactivité, de cinétique, de transport, et également qui sont plus physiques, mais de comportement mécanique et d'optique qui peuvent entrer en jeu. Alors, au-delà de ces questionnements, quand on fait de la chimie ou des sciences sur les matériaux du patrimoine, il faut prendre garde à la chaîne analytique, puisqu'on n'a pas pléthore, enfin, les échantillons sont de grande valeur. Alors, des questions se posent, l'échantillon est-il déplaçable en laboratoire ? Le prélèvement est-il possible? Dans ce cas, il faut faire appel à l'instrumentation portable, et les expériences sur les matériaux du patrimoine ont généré une dynamique dans le développement de l'instrumentation portable qui est assez intéressante. Et puis, si on peut prélever, où prélever? Quelle est la taille du prélèvement? On peut effectuer de la radiographie, de la tomographie avant de prélever. Ensuite, l'analyse est-elle destructive? Alors, invasive, c'est prendre un prélèvement. Destructive, c'est par l'analyse, avoir besoin de détruire l'échantillon en le dissolvant, par exemple. Si ce n'est pas le cas, l'échantillon lui-même devient un objet du patrimoine et doit être référencé dans une matériothèque, pourra servir aux études dans les
pour les générations de chercheurs suivantes. Si c'est le cas, si l'objet est détruit, ou même s'il n'est pas détruit, il faut stocker, référencer les données avec ce que des chercheurs appellent depuis récemment cet objet augmenté. Livio De Luca aurait dû nous faire un exposé aujourd'hui sur le double numérique de Notre-Dame de Paris, qui va stocker l'ensemble de ces données, dont des données spatiales, mais également des données analytiques sur les matériaux de la cathédrale. Alors ça, c'est développé c'est vraiment un point important actuel de la recherche, la sauvegarde des données, la gestion de ces données, l'interopérabilité de ces données, et c'est notamment traité au travers de l'Equipex Espadon qui démarre cette année et qui est constitué d'un certain nombre de laboratoires du domaine. Et puis il y a la dualité objet unique, la Joconde, sur lequel il faut maîtriser évidemment ce prélèvement, voire ne pas en faire de l'analyse non destructive. Et puis la grande série, toutes les approches archéologiques. Vous avez vu, notamment pour les plombs de Notre-Dame, si on n'avait pas fait une grande série d'analyses, eh bien, la valeur des résultats est fortement diminuée. Dans certains cas, il est possible, par exemple avec des accumulations de tessons, de faire une approche de grande série avec des problèmes de chimie analytique spécifiques qui permettent là encore de traiter des informations avec des méthodes statistiques. Donc ça, c'était pour la spécificité de la démarche. Donc je l'ai dit, je passerai rapidement. Ces dernières années ont vu le développement de l'instrumentation portable. J'en profite pour faire un peu de publicité pour la collection Sciences archéologiques que j'ai la joie de diriger et qui a produit un ouvrage récemment sur cette instrumentation portable en archéométrie et en sciences du patrimoine, qui est en open access sur le site de la collection, comme toute la collection. Et pour embrayer directement sur la variété de méthodes d'analyse qui souvent doivent être mises en jeu pour comprendre un problème, voire une problématique. Ici, j'ai mis un exemple de clou. Alors, vous verrez beaucoup de métal, vous ne verrez pas que du métal, mais ça, on se refait pas pour les illustrations. Ce clou qui a été prélevé, qui date du XVIe siècle, qui a été prélevé sur un site archéologique sur lequel on a pu faire une coupe transversale, on voit qu'il est constitué de son métal hétérogène à l'échelle de la centaine de micromètres. Et puis quand on s'intéresse aux produits de corrosion, qu'on va grossir, on voit qu'un certain nombre de composés, de phases les constituent, qui ont différentes propriétés et dont il faut étudier ces propriétés à l'échelle, jusqu'à l'échelle nanométrique pour comprendre le comportement macroscopique. Et ça, c'est vrai pour ce clou, mais c'est vrai pour un très grand nombre d'objets, de matériaux du patrimoine qui sont souvent fortement hétérogènes, du fait notamment des processus d'élaboration, mais pas seulement. Si bien qu'un grand nombre de méthodes sont utilisées à l'heure actuelle, de la tomographie, je ne vais pas toutes les citer, ce serait inutile, puis je vais vous donner quelques exemples dans la suite, pour comprendre de manière multi-échelle les éléments dimensionnants dans la question qu'on va poser, dans les processus qu'on cherche à étudier. Et ce, c'est vrai du laboratoire jusqu'à l'usage du rayonnement synchrotron raisonné. Et enfin, avant de passer à quelques exemples, je voulais dire quelques mots sur la dialectique scientifique spécifique que génèrent en fait les études sur les objets du patrimoine, qui sont uniques de par le fait qu'ils sont parvenus parmi nous avec diverses vicissitudes et divers aléas. On n'est donc là pas dans le cas qui était décrit par Marcelin Berthelot où un chimiste synthétise le système qu'il va étudier. On a des systèmes qui arrivent à nous qu'il nous faut comprendre. Alors, malgré tout, comme on est des scientifiques, on a besoin de faire une dialectique question-réponse avec des hypothèses et des modèles. Et ici arrive le grand rôle de la restitution en laboratoire. Laboratoire où on va reconstituer les matériaux, les faire vieillir artificiellement, instrumenter leur fabrication. Alors ça, c'est fait en laboratoire, mais ça peut être aussi fait par les archéologues, à travers ce qu'on appelle l'expérimentation archéologique, où des hypothèses qui ont été émises par les observations physico-chimiques sur le matériau peuvent être vérifiées, des hypothèses de geste, de forge par exemple, de température de fusion, peuvent être vérifiées par l'expérimentation archéologique et la réanalyse, bien entendu, vous l'aurez compris, de l'objet et l'émission de nouvelles hypothèses si nécessaire. Voilà, alors après ces considérations, on va dire un peu théoriques, mais je pense qu'il était important pour vous faire saisir un peu le monde de l'analyse des matériaux du patrimoine et de l'étude des matériaux du patrimoine. Je vais décliner maintenant 3 axes de recherche qui reprennent un peu ce que je viens de dire. D'une part, les études liées à la compréhension des procédés. Alors, la compréhension des procédés, elle peut être liée déjà à l'identification de l'usage de certaines matières premières. Et ça, ce sont les travaux de ma collègue Martine Reijert au CEPAM, qui s'est intéressée aux adhésifs de la préhistoire et qui a pu mettre en évidence
par des prélèvements sur lesquels elle a pratiqué de la chromatograpphie phase gazeuse, d'un traitement adhésif en utilisant du brai de bouleau, qui est un goudron végétal fabriqué par traitement thermique à une certaine température, pour pas que l'écorce de bouleau se décompose. Il faut être entre 350 et 400 degrés. Et ça a pu être mis en évidence, d'une part, par l'approche chimique, c'est impossible de les identifier autrement, ces adhésifs, par l'approche chimique du matériau, est lié également à la validation par l'expérimentation dont je vous parlais tout à l'heure. On passe à la période antique avec un autre exemple qui est celui de l'équipe de Philippe Siot au CMS et qui va concerner les poteries sigillées romaines. Alors il y a plein d'autres exemples qui pourraient être déclinés. J'ai pris les gens qui ne se retrouvent pas de m'excuser, mais j'ai essayé de prendre des exemples archétypaux du type de manip et du type de questionnement qu'on pouvait se poser. Or ici, vous avez des poteries sigillées qui était extrêmement répandu dans l'Empire romain du 1er siècle avant jusqu'au 7e siècle après Jésus-Christ, et dont la couleur ocre caractéristique est due au niveau de l'engobe à la présence de fer à la valence 3, pardon. Philippe Siot a pu comparer sur des tessons de différents ateliers en utilisant l'absorption des rayons X sous rayonnement synchrotron, qui est une sonde locale qui permet de s'intéresser au seuil d'absorption d'un atome et de regarder les interférences de part et d'autre de ce seuil qui vont donner des informations sur l'environnement atomique ou le degré d'oxydation, de montrer par ces cartographies, on utilise là encore un micro-faisceau, que certains ateliers maîtrisaient parfaitement l'évacuation des fumées et pour tout de suite arriver en atmosphère oxydante, fumée qui était plutôt en atmosphère réductrice, pour produire une engobe, donc la surface de la céramique uniquement composée de phases type fer 3+, type magnémite, hématite, mais également quelquefois des phases d'epsilon Fe2O3 qui sont plus rares et qui ont des propriétés spécifiques. Alors que d'autres ateliers, comme à Arezzo ici, ça c'est un atelier qui est situé dans le sud de la France, vous voyez qu'on a une part non négligeable d'espèces où on a encore du fer 2, donc avec une maîtrise moins bonne du processus. Je présente ici quelques travaux de Philippe Walter. Tu me corriges, Philippe, si tu n'es pas satisfait. C'est un autre exemple lié à la compréhension d'un savoir-faire ou du technique picturale. On est chez Nicolas Poussin, à travers deux tableaux de sa période italienne. Et ici, c'est intéressant parce que les sources écrites proposaient que Nicolas Poussin avait utilisé une technique spécifique dite aguazzo, utilisant un liant de colle et d'œuf. Et les équipes de Philippe ont utilisé le TOF-SIMS, donc la spectrométrie de masse en ions secondaires, qui envoie, je ne vais pas détailler les méthodes, ça me fera économiser du temps par rapport aux 40 minutes, une spectrométrie de masse qui permet de différencier les molécules par leur masse, justement. Et les chercheurs ont pu montrer que sur la couche de peinture, outre les pigments présents, ni colle ni œuf, donc les protéines liées aux acides gras n'avaient pas pu être détectées, mais grâce à une procédure spécifique qui tenait compte des effets de matrice et surtout des effets de charge différents en fonction des différents matériaux constitutifs du micro-prélèvement, eh bien, ils avaient pu mettre en évidence les lipides. On était donc pour la peinture plutôt dans une hypothèse qui éliminait l'usage de cette technique spécifique. Donc vous avez vu ici comment finalement la chimie, s'intégrant dans un raisonnement pluridisciplinaire, permet de répondre de manière assez certaine à des questions sur les procédés de fabrication. Le deuxième grand point, il a été évoqué aujourd'hui, c'est lié à la circulation des matériaux. Et là, les questions sont toujours un peu les mêmes, qu'est-ce que soient les matériaux, mais la façon d'y répondre diffère. On a des zones de production, on a des zones de consommation à l'autre bout, et puis parfois on a des zones de transformation intermédiaires qui vont assembler des produits de deux zones de production différentes. Alors l'idée à chaque fois ici est de pister une signature de la zone de production, qu'elle soit chimique, isotopique ou moléculaire, et d'essayer de la retrouver en comprenant les processus de fabrication, d'essayer de la retrouver dans l'objet trouvé sur les sites de consommation. Alors, ça peut être fait de manière élémentaire. Je vous montre ici des travaux de l'équipe de Ina Reich au C2RMF, qui s'est intéressée à l'ivoire utilisé par les Aurignaciens donc à la préhistoire. Et cet ivoire étant constitué issu de défense de mammouth, dont le régime alimentaire, ça a été montré par des études faites sur des éléphants contemporains, les régimes alimentaires influencent la composition de par la nature des aliments qu'ils ont mangés.
Et on voit que sur les différents ivoires, à cette époque-là, ce sont des petites sculptures ou des petits outils qui sont retrouvés sur les sites préhistoriques. Sur ces différents ivoires, collectés dans différents sites aurignaciens, eh bien, les chercheurs ont pu identifier différentes compositions et notamment montrer qu'un groupe de compositions partageait des ivoires de même provenance sur des sites distants de quelques centaines de kilomètres, ce qui amenait à réfléchir sur les réseaux d'échange à cette époque. Je passe rapidement pour vous montrer une autre étude du laboratoire Monaris faite par Ludovic Bello-Gurlet en collaboration avec Kefelec de l'Université de Bordeaux, où là on est dans la culture saladoïde et on s'intéresse à l'industrie lapidaire des petits matériaux lithiques qu'on va retrouver sur des sites de consommation dans les Antilles. Nous sommes dans les Antilles. Et là, c'est la spectrométrie Raman. Alors ici, portable, vous voyez le contexte du laboratoire portable. C'est parfois agréable de se déplacer aux Antilles pour faire ces manips. À travers la signature Raman, qui est la vibration du réseau de phonon, les différentes roches ont pu être identifiées. Et ce qui était intéressant, c'est que pour certaines roches, comme la néphrite ici, les sources les plus proches se situent là encore à au moins 1000 km, ce qui est une preuve d'échange à très longue distance pour cette culture et dans ce contexte temporel et géographique. Alors, je voulais vous dire quelques mots sur la provenance des alliages ferreux, mais Maxime Lhéritier en a déjà beaucoup parlé, donc je ne vais pas m'étendre. L'idée ici est après avoir compris les conditions thermodynamiques qui régnaient dans le bas fourneau, c'est de pister la signature chimique en éléments traces, notamment des terres rares qui sont présentes en de très petites quantités dans des inclusions de scories qui restent piégées dans le matériau et dont le rapport reste constant du minerai jusqu'aux inclusions de l'objet. Alors pour ce faire, ça Maxime ne l'a pas précisé je crois, il faut utiliser une spectrométrie de masse par ablation laser avec plasma à couplage inductif qui permet d'analyser des échantillons de quelques 50 micromètres, mais on a eu des applications où les inclusions, je vais vous montrer ça dans la suite, étaient de taille bien plus petite. C'est notamment le cas sur les armures de la fin de la Renaissance, ce sont les travaux d'Émilie Bérard de mon laboratoire, qui étaient produites dans différents centres de production, dont le centre Mignalais, et dont le métal qui les constitue contient des inclusions, mais qui cette fois-ci font quelques micromètres. Et là, il a fallu utiliser des lasers femtosecondes, notamment avec une collaboration avec l'Université de Pau, pour identifier la composition de ces inclusions. Et suite à un traitement statistique, dont je ne rentrerai pas dans les détails, Émilie Bérard a pu identifier la signature chimique des armures milanaises, ce qui permet maintenant de distinguer les armures réellement produites à Milan, des armures produites dans d'autres centres de production, et là encore de voir les influences culturelles et de savoir-faire dans cette période de la fin du Moyen-Âge. Alors, vous l'avez compris, si on compare avec des signatures des zones de production, il convient de cartographier par l'analyse chimique, mais ça peut être l'analyse isotopique ou d'autres types d'analyses comme celles qui vous ont été montrées cet après-midi, de cartographier les variations de ces signatures chimiques en constituant des bases de données, des référentiels avec lesquels on va pouvoir comparer les analyses faites sur les objets. Et cette question des référentiels, et du partage de ces référentiels entre les laboratoires, en cette période d'open data, de sciences ouvertes, est une des questions qui, je pense, va préoccuper la recherche pour les années à venir. Elle est vraiment cruciale. D'une part, leur constitution raisonnée, avec les méta-informations nécessaires, et d'autre part, le partage des données avec la protection des travaux des chercheurs, bien entendu. Alors, ça a été pratiqué, cette approche, par la composition par d'autres équipes, comme celle de Gratuz à l'IRAMAT à Orléans, qui s'est intéressée aux verres. Alors, on n'est pas dans les verres des vitraux, là, on est dans des verres au natron à la période antique, et qui ont pu, à partir de l'analyse de la signature des sources de production, restituer les réseaux d'échange, et notamment identifier l'usage des différentes sources, surtout le pourtour méditerranéen. Enfin, je vous l'ai dit, on peut utiliser la signature isotopique. Ça a été fait de diverses manières. Ici, je vous montre un exemple qui est issu des travaux des programmes SILIP et de la NR-Broglacia dirigés par Holly Price, qui s'est intéressé à l'isotopie du plomb pour la signature isotopique des productions anciennes du cuivre primaire en Asie du Sud-Est, aux âges du bronze, et qui a permis, dans des objets, des alliages cuivre, plomb, parfois éteint, d'identifier les différentes signatures isotopiques. Mais le principe est toujours le même.
vous l'avez compris, mais là encore, la chimie analytique joue un grand rôle et la question des référentiels est fondamentale et la question aussi des traitements statistiques des données avec des méthodes, parce que parfois les nuages de points ne sont pas du tout gaussiens, on a une distribution souvent curieuse et donc les méthodes classiques parfois restent limitées, notamment pour les cas frontières. Alors j'en arrive maintenant au troisième volet. Qui va concerner la conservation des matériaux, ce dont on a parlé aujourd'hui de nombreuses fois. Alors, ça, j'ai eu comme patron Gérard Béranger qui m'a appris beaucoup de choses en corrosion et qui me disait toujours la corrosion, c'est un matériau, c'est une interface et puis c'est un milieu. Et effectivement, quand on veut comprendre les processus d'altération, il faut déjà comprendre le milieu environnant. Alors ce milieu, il peut être pour les matériaux du patrimoine très varié, il nécessite des spécialités variées à chaque fois. Ça peut être les sols, bien évidemment, pour les objets archéologiques, qui ont différentes caractéristiques, aérés, désaérés, avec des pH différents. Les milieux aquatiques, avec des salinités différentes. L'atmosphère extérieure, avec tous les problèmes de pollution que l'on a déjà évoqué, et puis les atmosphères sous abri, qui ne sont pas toujours les vitrines des musées sur lesquelles on peut contrôler l'hygrométrie ou d'autres paramètres, mais qui peuvent être l'intérieur des cathédrales. Ici, vous avez la cathédrale de Beauvais, ou l'intérieur de réserves de musées qui n'ont pas les moyens de contrôler ces paramètres. Toujours est-il qu'un point important est la mesure instrumenter des variations des conditions sur une durée raisonnable, c'est-à-dire quelques années, et des sites archéologiques ou des monuments sont instrumentés. Ici, vous avez la mesure de la variation de la composition de l'eau sur un site de production en Normandie de production indirecte du fer. Et ici, vous avez de l'instrumentation en RH et en température qui a été fait sur la cathédrale d'Amiens pour comprendre certains processus d'altération. Alors, comprendre l'environnement, mesurer l'environnement, aussi comprendre les processus de modification du matériau. Et je vous montre ici un exemple de l'équipe d'Ipanema qui s'est intéressée en croisant différents types de méthodes à ce que les archéologues appellent la minéralisation et la préservation des textiles cellulosiques, notamment à base de lin. Alors en croisant diverses méthodes, notamment des méthodes synchrotron, mais pas que, de la tomographie synchrotron, de la microscopie de génération de seconde harmonique, mais également de la spectroscopie IR à transformée de Fourier ou infrarouge couplé à un AFM, a permis d'une part de restituer les processus de fossilisation avec apport de silice par l'eau, mais également un rôle abiotique joué par certains métaux présents sur le site archéologique, notamment le cuivre, mais également ils ont pu mettre en évidence la préservation des chaînes cellulosiques sous forme de matière carbonée, et ce sur des sites qui avaient plus de 3000, qui étaient datés de 2 à 3 000 ans avant Jésus-Christ, situés au Moyen-Orient. Donc on voit là, ici, toutes ces approches qui visent à comprendre l'altération du matériau et face à son environnement. Alors altération qui peut gêner l'interprétation de l'information historique. Si on reprend les petits objets en ivoire ici, on voit qu'un profil des éléments qui étaient intéressants de part et d'autre de l'objet montre qu'on a un enrichissement sur les bords dû à des phénomènes de diffusion de l'oxyde de zinc en provenance du sol qui rendent l'objet inanalysable pour des questions de provenance à cet endroit-là. Il convient de s'intéresser à des endroits ad hoc. C'est ce qu'on appelle la taphonomie, l'influence des conditions post-abondance sur l'information contenue dans le matériau, donc l'information historique. On peut également réaliser des études assez fines sur la compréhension des mécanismes de corrosion. Là, je vous cite un exemple de l'équipe d'Anne-Solène Lehaut du C2RMF, encore des techniques picturales, avec l'emploi d'un pigment, le vert de gris, qui produit des verts caractéristiques, qui a été employé à une certaine période entre le XV et le XVIIe siècle, mais pour lequel on a constaté un abandon de l'usage dû au fait que le pigment brunissait, enfin en tout cas le vert de gris brunissait quand il était exposé à la lumière, et les parties de tableau qui étaient situées en dessous du cadre restaient vertes, ce qui a permis de mettre en évidence le brunissement dû à la lumière. Alors en combinant d'une part de la reconstitution en laboratoire, d'autre part des analyses sur des échantillons de laboratoire, ils ont pu pister l'évolution des acétates et des résinates de cuivre 2 que compose le pigment, qui compose le pigment de ces verts de gris, et au contact de liants
de type huile de lin. Et ils ont utilisé le croisement de différentes techniques, là encore, la résonance paramagnétique électronique et la spectroscopie d'absorption optique, qui a permis de restituer le mécanisme d'altération avec d'une part une première réaction de ces pigments d'acétate et de résinate avec le liant qui générait la formation de monomères qui étaient non liés au brunissement, on passait du dimère au monomère, et puis sur les dimères restants, un processus de photoréduction du cuivre dimérique suivi par un processus de réoxydation avec formation de ponts peroxydiques. Donc vous voyez là comment la combinaison de différentes méthodes peut permettre d'expliquer les phénomènes de brunissement. Alors il y a également des approches qui consistent à solliciter le matériau ancien en lui-même. C'est-à-dire, si on considère l'objet avec sa couche d'altération, qui peut faire quelques centaines de micromètres, voire plus, c'est de le remettre dans des conditions de corrosion ou d'altération pour lesquelles on a remplacé les composés oxydants ou les composés jouant un rôle dans les réactions d'oxydation par des isotopes. Je ne reviens plus sur la définition d'isotopie. On peut utiliser par exemple de l'eau lourde, du D2O ou de l'oxygène 18 pour pister les processus d'oxydation. Alors ça permet de comprendre les phénomènes de transport à l'intérieur de ces milieux relativement poreux, de porosité différente et hétérogène, et également, si on détecte des nouvelles phases précipitées, de saisir des questions de réactivité ou de découplage de réactions, par exemple. Alors ça a été fait par les équipes, par multi-équipes, notamment l'équipe d'Aurélie Vernet-Caron sur les verres et notamment les vitraux de cathédrales, sur lesquels là on n'a pas forcément formation d'un gel, on a aussi des processus de dissolution reprécipitation, mais vous voyez ici le transport du D2O en atmosphère insaturée, en détection par TOF-SIMS. On a le SIMS du Muséum d'histoire naturelle, le NanoSIMS a également été utilisé pour des histoires de corrosion. Alors ça c'est dans mon laboratoire pour montrer le rôle d'une couche barrière interfaciale nanométrique et qui contrôlait les processus de corrosion, ou en conditions insaturées avec la microsonde nucléaire du NAB, où là on montre un processus de découplage des réactions anodiques et cathodiques dû à la présence de phases électriquement conductrices au sein de la couche de produit d'altération. Donc là vous voyez qu'on retorture les matériaux du patrimoine, mais avec leurs caractéristiques propres, en utilisant différents marqueurs isotopiques pour comprendre les processus physico-chimiques mis en jeu. Alors, on peut également essayer de comprendre les cinétiques sur les traitements de restauration. Ici, je vous parle d'un traitement de désalinisation, en anglais de déchloruration, qui consiste à retirer le chlore des objets métalliques, chlore qui s'est accumulé du fait de sa très forte mobilité et de sa charge négative à l'interface métal-produit d'altération, et qui, lorsque l'objet est remis à l'air à l'issue d'une fouille, peut se réoxyder. Ce sont souvent des phases fer 2 qui sont produites dans le sol, et il se réoxyde avec génération de phases de moindre densité qui vont amener des processus de fracturation et des processus cycliques, si bien qu'un objet qui a été conservé pendant quelques centaines d'années dans les sols peut être détruit en quelques années. Pour pallier à ça, on met en place des traitements de déchloruration dans différents types de bains, voire des traitements électrochimiques, dont il convient d'étudier l'efficacité en fonction des paramètres et en fonction des paramètres de l'expérience, notamment l'aération de la solution par exemple. Alors je vous montre ici, parfait, je vous montre ici un exemple d'une cellule qui a été fait en prélevant sur un objet le système complet, et on a suivi sur la ligne d'IFAPS du synchrotron soleil ici la progression du front de déchloruration avec la disparition de la phase chlorée, l'apparition de phases intermédiaires instables comme FeOH2, et puis la précipitation finale d'autres types de phases, ce qui permet de mieux comprendre les mécanismes et également de faire un suivi cinétique afin d'améliorer les traitements de restauration. Alors je finirai dans les 5 minutes qui me restent par évoquer les exigences spécifiques liées au traitement de protection et de conservation. Ça a déjà été évoqué ce matin. Il faut que ce soit compatible avec des surfaces qui souvent sont hétérogènes et poreuses. Il faut qu'il soit résistant, mais également
pourquoi pas réversible? On a parlé de certains protocoles. Il faut qu'il soit transparent pour ne pas altérer la surface, enfin l'aspect visuel, pardon, non toxique de plus en plus, et à bas coût de maintenance, parce qu'on n'a pas tous les jours la chance de travailler sur Notre-Dame de Paris, et qu'il faut penser aux milliers et aux centaines d'objets qui sont dans les réserves et qu'il faut protéger, parfois par des traitements à bas coût, mais qui vont permettre de protéger l'objet de manière efficace. Alors, un certain nombre de laboratoires, ici je vous montre des travaux qui ont été initiés avec François Mirambet du C2RMF, Emmanuel Roca de l'Institut Jean Lamour, qui sont maintenant poursuivis en collaboration avec le C2RMF dans notre laboratoire, où l'idée est d'utiliser des acides carboxylides de différentes chaînes pour former une couche hydrophobe de carboxylate réagissant ici avec le cuivre, mais ça a été fait avec le fer. Et il y a un certain nombre d'études qui se concentrent sur la pénétration de ces composés qui vont former des complexes à l'intérieur du milieu poreux, histoire de pouvoir fournir un réservoir d'acide carboxylite. Et une des solutions qui a été testée est l'usage de procédés sol-gel qui vont pouvoir piéger les agrégats d'acide et les emmener lors du sol dans la couche poreuse pour ici constituer un réservoir qui va libérer progressivement l'acide carboxylique qui va pouvoir former du complexe avec l'arrivée de l'eau. Alors, ce qui m'amène, et c'est la fin de ma communication, à évoquer un ensemble de recherches qui sont plus ou moins à différents endroits de l'échelle TRL. Certaines sont dans la vallée de la mort, d'autres non. D'autres sont sous forme de proof of concept, d'autres sont utilisées. On a parlé des gels ce matin, où finalement les nanosciences sont convoquées avec l'usage de nanoparticules de métaux d'oxyde d'hydrocide qui diffusent mieux pour leurs propriétés biocides, antibactériennes, pour des propriétés de consolidation, de contrôle du pH, pour la désacidification des papiers par exemple, l'utilisation de fluides nanostructurés, de gel, ou voire même de nanotubes ou d'encapsulation qui permet, là encore, de libérer des nanocomposés de manière contrôlée, avec des changements de pH par exemple, ou progressive dans la couche. Et là, ce sont vraiment des recherches qui se développent de plus en plus et qui vont constituer un peu l'avenir, je dirais, de ces recherches de pointe dans le futur. J'en arrive donc à la fin de ma communication avec quelques enjeux. Ce ne sont peut-être pas tous les enjeux, mais qui me paraissent saillants. C'est de continuer à travailler pour l'interdisciplinarité. Alors, tout le monde emploie ce mot interdisciplinarité, mais l'interdisciplinarité concrète nécessite de la collaboration exigeante, basée sur sa propre discipline, mais avec un dialogue exigeant, sur de longues années. Ça se construit, là encore, on retombe sur ce que je disais tout au début de la communication, sur des relations de confiance et très longues entre les différentes disciplines. Donc, il faut sans cesse continuer à les maintenir, à les travailler et à les soutenir. La question des référentiels qu'il faut consolider, partager et étendre avec les... Alors, je pourrais citer le principe FAIR, mais en tout cas dans les règles de l'art de la gestion des données actuelles. On a vraiment des questions d'acquisition multispectrale, d'images multispectrales, de spectroscopie, de croisement des données spectroscopiques qui pourraient être traitées par ou les approches chimiométriques ou les approches d'intelligence artificielle. Et il y a des essais isolés qui sont faits actuellement, mais on pourrait imaginer de mettre un effort là-dessus, comme ça a été fait notamment au niveau des matériaux. Vers l'objet augmenté de ces données, ça c'est le challenge. L'objet doit toujours maintenant être complété de ces données analytiques pour pouvoir... Alors il y a des très belles choses qui sont faites au C2RMF, à Notre-Dame, mais il faudrait pouvoir élargir ça à un grand nombre de labos qui étudient les objets du patrimoine. Des questions de modélisation multi-échelle des processus, alors les processus d'altération ou d'élaboration, et puis la chimie verte pour la conservation avec l'usage de biopolymères, voire de micro-organismes, j'en ai pas parlé, mais c'est des choses qui se développent notamment sur des traitements de protection, et enfin les nanosciences. Donc beaucoup de travail qui nous reste à faire, du travail passionnant, de long terme, que j'espère va nous occuper encore longtemps. Je vous remercie.